Bonsoir à tous. Merci de me Bonsoir. rejoindre pour ce quatrième webinaire de EndoMars, le mois de mars destiné à sensibiliser à l'endométriose que nous avons organisé avec EndoMind. Je crois que visiblement aujourd'hui la connexion est très compliquée pour tout le monde, donc j'espère que tout le monde pourra nous rejoindre. De toute façon, le replay sera organisé et prévu le plus rapidement possible. Je retranscris tout pour que ça soit facile et que tout le monde puisse avoir accès à tout. Ce soir, nous parlons de la formation des professionnels de santé et nous allons justement donc essayer de faire en sorte de comprendre les enjeux de cette formation et de voir avec le professeur Brun qui va nous rejoindre, j'espère. Mais sinon, on a donc Monsieur Thierry Briac qui est avec nous ce soir et Clémentine qui est interne en gynécologie qui va aussi nous expliquer son parcours. Donc, j'espère que ça va pouvoir fonctionner comme il faut parce que c'est très important, je pense, de parler de ça ce soir. Déjà, merci beaucoup de nous rejoindre. Est-ce que, Monsieur Briac, vous pouvez nous expliquer un petit peu votre parcours et ensuite comment vous avez rencontré l'endométriose? Alors, bonsoir à tout le monde. Merci pour cette invitation. Je crois que c'est très important de pouvoir effectivement parler de la formation des professionnels, mais aussi de l'information de toutes les personnes qui peuvent être confrontées à cette problématique. Alors, je suis médecin généraliste. Je suis, vous l'avez reconnu peut-être à mon accent, je suis toulousain, donc installé depuis un peu plus de 30 ans en libéral. Et j'ai une activité aussi au sein de l'université à Toulouse, parce que je suis maître de conférence et responsable du pôle santé de la femme. Donc, je suis en charge de la formation des internes de médecine générale dans le cadre du DES de médecine générale, donc depuis une quinzaine d'années maintenant. Voilà. Donc, alors comment j'ai été confronté à l'endométriose? Je crois que lors de mes études, parce que je commence déjà à avoir un certain âge, donc lors de mes études, on parlait peu d'endométriose et c'était un peu noyé dans les algies pelviennes. Donc, effectivement, c'est au fur et à mesure quand même de la mise en évidence des problématiques représentées par la maladie, de la prévalence, une femme sur 10. Donc, forcément, c'est quelque chose qui doit nous impacter avec des symptômes, une symptomatologie qui est vraiment très polymorphe, qui représente des aspects très différents. Donc, je crois qu'on a un rôle, nous, en tant que médecins généralistes, comme tous les acteurs du premier recours, de repérage de cette pathologie, de façon à essayer de faire en sorte justement qu'on puisse prendre en charge de façon pertinente, précocement, les patientes au mieux et qu'on puisse leur proposer un parcours de soins le plus adapté possible. Voilà. Oui, moi, c'est vrai que c'était d'autant plus important que vous soyez là ce soir parce que je pense que vous êtes une des premières consultations médicales que les femmes vont avoir avant d'accéder au gynécologue et tout ça. Et donc, c'est important qu'elles arrivent à avoir cette première réponse. Et donc, si elles sont bien alertées dès le début, ça permet d'éviter des parcours beaucoup plus compliqués. Et vous, donc, Clémentine, vous êtes interne depuis peu de temps, en fait. Quand est-ce que vous avez été confrontée à l'endométriose ou vous avez découvert l'endométriose? Dans mes études, pendant le parcours à la fac, c'est évoqué. Après, c'est assez bref et pareil que ce que disait Monsieur Briac, c'est parfois assez noyé dans les algies pelviennes. Après, là, en exercice hospitalier, donc moi, c'est assez récent que je sois interne, mais j'ai pu en voir. Après, on n'en prend pas en charge dans le service de périphérie dans lequel je suis en ce moment, mais j'aurai peut-être l'occasion sous peu de voir un peu les prises en charge de l'endométriose. Bon. Oui, mais c'est vrai que c'est important. Donc, déjà, l'endométriose n'est arrivée dans le parcours de médecine que depuis 2020. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose de très tardif, difficile à comprendre pour nous, femmes atteintes, en se disant, mais comment on va s'en sortir si les médecins n'en ont jamais entendu parler avant 2020? Alors non, en fait, c'est quelque chose qui était quand même évoqué. Mais c'est vrai que là, je pense que peut-être les différentes solutions qui sont proposées pour mettre l'accent sur cette maladie sont assez importantes. Et notamment le MOOC, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, Monsieur Briac, comment l'émergence du MOOC et comment les choses se sont passées dans ce cas-là? Alors, j'ai eu la chance de participer effectivement au comité de pilotage de ce MOOC, donc qui a été mis en place et qui a été mis en ligne, je crois, au mois de mai 2021.
Oui. Donc, je crois que tout a démarré à ce moment-là. Donc, sous l'impulsion quand même du professeur Henri-Jean Philippe, qui fait un gros travail avec PNS pour essayer justement de créer ces MOOC qui permettent d'avoir une formation initiale et continue et de qualité qui est très complète, parce qu'ils ont fait des MOOC sur plein de choses différentes et régulièrement, ils continuent. Donc, avec quand même une volonté de la part de la DGOS de pouvoir essayer de créer une formation en ligne de qualité avec des intervenants qui étaient sélectionnés un petit peu pour leurs compétences dans les différents domaines. Et on se retrouve donc actuellement avec une formation qui est proposée en ligne à tous les professionnels de santé, mais à tout le monde, puisque c'est ouvert, l'inscription est gratuite. Donc le MOOC est quand même quelque chose qui représente un volume important, autant sur le plan horaire qu'investissement, puisque ça correspond à 41 cours qui sont réalisés sur 5 thématiques qui reprennent en charge l'épidémiologie, le diagnostic, le traitement, la prise en charge de la douleur, fertilité et endométriose. Je crois qu'il y a le traitement chirurgical et les parcours de soins des patientes. Donc, ces 5 thématiques vont finalement représenter tout cet enseignement qui me semble être un enseignement de qualité, puisqu'il y a une évaluation. Donc, vraiment quelque chose qui est extrêmement complet et qui doit permettre aux professionnels de santé et aussi à tous les gens intéressés par la maladie de pouvoir accéder à une connaissance et une compétence la plus pointue possible. Mais c'est vrai que je crois que vous avez eu un comité de pilotage en début de semaine. Et il y a quand même pas, enfin, il faut qu'on arrive à en parler plus parce qu'il y a peu de monde qui est inscrit. Je crois qu'on m'a dit comme chiffre, c'était à peu près 3000 personnes, je crois. Vos chiffres sont exacts. C'est ça. Donc, parce qu'il y avait Priscilla qui était à la réunion du COPIL. Donc effectivement, on essaie de trouver des solutions pour diffuser, faire un peu la promotion de cet enseignement. D'autant qu'en plus, ça permet d'avoir la mise en ligne et l'accès gratuit permet quand même d'avoir une formation avec une progression qui se fait au rythme de chacun en fonction des disponibilités de chacun. Donc, je pense qu'effectivement, on a la possibilité de pouvoir adapter tout ça au rythme de chacun. Un enseignement qui est de qualité, mais c'est comme toujours pareil, on a beaucoup de choses qui sont à faire. La formation continue est quelque chose de compliqué. Alors, il faut prendre conscience quand même que je ne vais pas vous dire ça à vous qui êtes parfaitement convaincus, que vu la prévalence de la maladie, on doit s'attacher vraiment à pouvoir accompagner les patientes qui sont dans ce cadre-là parce que c'est une femme sur 10, quoi. Donc, on ne peut pas faire autrement. Peut-être de consacrer des formations sur des sujets un peu plus anecdotiques ou moins fréquents et moins graves, moins invalidants. Mais ça, il y a une hiérarchie, un intérêt de chacun. Et donc, ça, je crois qu'il faut qu'on s'évertue à trouver des solutions pour favoriser la diffusion de l'existence de ce MOOC et aider les gens à s'inscrire. Voilà. Oui. Et je pense que ça peut être aussi notre rôle en tant que patiente de faire passer l'information. Et c'est vrai que c'est un bon point parce que moi, je vois par exemple ma généraliste, elle n'a pas très bien tout saisi à l'endométriose. J'étais sa première patiente qui avait besoin d'être opérée, qui avait vraiment un diagnostic posé et tout. Et on peut lui dire, on peut lui conseiller de lire un des livres qu'on peut trouver, par exemple le livre de Tout sur l'endométriose. Mais le problème, c'est que ça ne va pas lui apporter les connaissances médicales de manière aussi simple pour elle dont elle a besoin de les avoir précisément. Et c'est vrai que cet outil, même si c'est un investissement, parce que c'est vrai en termes de temps important, je pense que ça permet un éclairage vraiment global sur les conséquences de la maladie aussi, et c'est ça qui est important. Et c'est vrai que le choix d'avoir mis la prise en charge de la douleur avant la question de la fertilité, ça fait écho avec pas mal de choses dont on a parlé dans les précédents webinaires. C'est vraiment l'idée que voilà, la fertilité, c'était une des clés d'entrée dans l'endométriose il y a quelques années. Mais là, maintenant, la vraie problématique et le quotidien des femmes atteintes, c'est vraiment cette question de la douleur. Et c'est vrai qu'après, je pense même en termes de suivi dans un parcours de soins, les généralistes ont vraiment des clés à donner à leurs patientes par rapport à ce suivi médical de l'endométriose par le biais de la douleur, avant de les envoyer forcément vers un algologue. Bien sûr. Voilà.
Bien sûr. Parce que c'est vrai qu'on parle. Alors je ne voudrais pas monopoliser la parole parce qu'il y a notre interne Clémentine qui est là. Je crois que le professeur Brun nous a rejoint aussi. Ah, Donc je veux pas monopoliser la parole. Mais je crois que le médecin généraliste a vraiment les compétences pour prendre en charge et pour accompagner les patientes. Parce que l'endométriose est vraiment une maladie chronique et on est quand même habitué à prendre en charge les maladies chroniques. Il y a des maladies chroniques comme le diabète, les problèmes d'insuffisance cardiaque, des pathologies qui sont lourdes et pour lesquelles on est formé à l'accompagnement de nos patients. La seule chose qui peut manquer aux médecins généralistes, c'est les connaissances. Donc finalement, les connaissances, c'est finalement les choses qui ne sont pas les plus difficiles à mettre en place parce que il y a des formations qui sont adaptées, qui sont performantes et donc ça, je crois que ça permet de combler une carence de formation initiale qu'on a pu avoir qui est comblée maintenant de façon efficace. Moi, pour être en responsabilité de la formation de mes internes, ça fait 8 ou 9 ans que je fais une séquence consacrée c'est autour de situations cliniques réelles et donc de l'histoire d'une patiente qui vient consulter pour récupérer un arrêt de travail parce que tous les mois, elle vient consulter pour demander un arrêt de travail en raison de dysménorrhée invalidante. Et donc, on discute avec les internes en petits groupes de façon à essayer de comprendre un petit peu la problématique, essayer de trouver les solutions déjà pour évoquer le diagnostic. Et je crois que ça fait quand même 5 ou 6 ans que systématiquement, le premier diagnostic qui arrive, c'est la suspicion d'endométriose, sur bien sûr un tableau qui est très caricatural, presque, mais quand même qui veut dire qu'il y a une avancée dans la connaissance et dans la compétence de cette maladie de la part de nos jeunes confrères médecins en formation. Voilà. bonsoir, professeur Brun. Merci beaucoup de nous rejoindre. Désolée pour ce problème de connexion. Je crois que c'était général. On a tous eu un souci pour se connecter ce soir. Bonsoir à tous. Oui, effectivement, vous avez de la chance parce que j'ai failli rentrer à la maison. C'est vrai que je suis encore depuis 8 heures ce matin. Et effectivement, avec la fatigue et l'absence de personne de l'autre côté du webinaire, je vous ai laissé un message sur le répondeur, ça ne répond pas non plus. Et c'est vrai que j'ai découvert qu'il y avait une autre adresse de connexion. Oui, on a été obligé de mettre une autre adresse de connexion parce que la première ne fonctionnait plus. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vous remercie du coup quand même. On ne va pas vous garder très longtemps si vous êtes depuis ce matin au travail sans arrêt. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer un petit peu votre parcours et comment vous avez rencontré l'endométriose au cours de votre parcours? Alors, mon parcours, c'est celui d'un chirurgien gynécologique qui s'occupe de la cancérologie. Et donc, au départ, en fait, mon activité est surtout centrée sur la prise en charge des tumeurs bénignes et malignes de la femme. Et vous avez évoqué là ici le centre de femmes à risque de cancer. C'est une unité que j'ai créée au CHU de Bordeaux de façon à prendre en charge la zone grise qui est essentiellement les états précancéreux entre le bénin et le malin. Et donc, c'est essentiellement les maladies précancéreuses du col, de l'utérus liées au papillomavirus, mais qui ne vont pas nous concerner pour notre activité là et notre réunion ce soir. Et en fait, cette activité autour des tumeurs bénignes et malignes m'a conduit à m'occuper de l'endométriose, tout comme des fibromes aussi, sur lesquels je suis beaucoup impliqué pour les traitements des femmes. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, la plupart des chirurgiens français qui font de la gynécologie dans les CHU et pas dans les centres anticancéreux, qui font de la cancérologie dans les CHU et pas les centres anticancéreux. On a été vite sollicité pour prendre en charge en chirurgie les femmes ayant de l'endométriose profonde parce que, en fait, les techniques chirurgicales, elles sont un peu voisines. Il faut connaître bien la chirurgie pelvienne rétro- et sous-péritonéale et on avait déjà cette expérience-là pour la chirurgie des cancers. Donc, du coup, on a évolué et on a pris conscience de cette importance. Mais finalement, moi, quand j'ai commencé il y a 30 ans, il n'y avait pas d'endométriose autant que maintenant. Et l'ensemble des résultats de tout ça, c'est effectivement une plus grande écoute et une plus grande attention sur le dépistage et la prise en charge. Mais au-delà de ça, je pense que vraiment, mais ça, j'ai du mal à l'expliquer, je pense réellement qu'il y a une prévalence, une fréquence plus importante malgré tout par rapport au siècle dernier.
Mais ça, je ne sais pas trop l'origine. Et donc après, du coup, on a créé Donc moi, je suis intervenu un moment pour mettre en place les centres d'expertise. J'ai été amené pas à créer les recommandations sur la prise en charge de l'endométriose avec le collège, mais à les relire. Après, j'ai été auteur de plusieurs articles, essentiellement sur l'adénomiose. À la limite, je suis arrivé sur l'endométriose par l'adénomiose, parce que c'était là où j'avais le plus grande expertise sur la prise en charge des traitements et des alternatives thérapeutiques à l'hystérectomie. Et donc, j'ai écrit beaucoup de chapitres dans l'encyclopédie médico-chirurgicale concernant le diagnostic et le traitement de l'adénomiose. Et puis, après, avec l'équipe que vous connaissez bien, Claude Oquet, Géraldine Chauvin, on a monté ensemble, tous les trois, le centre public de l'endométriose au CHU. Et on travaille en collaboration avec nos collègues privés de Tivoli et puis de la région Nouvelle-Aquitaine avec Poitiers et Limoges. Et donc, l'ensemble de tout ça a permis de la mise en place, grâce à une demande du ministère de la Santé et soutenue par l'ARS, du centre endo Nouvelle-Aquitaine, qui est actif depuis avril 2000 dernier. Et au sein de ce centre, je suis responsable coordonnateur du conseil scientifique du centre endométriose Nouvelle-Aquitaine. Voilà en 3 mots. D'accord. Et donc, du coup, vous intervenez dans le DIU d'endométriose. Ah ben oui, parce que je suis enseignant, moi je suis professeur, donc Voilà. moi je m'occupe de l'enseignement. Et j'interviens dans ce DIU que je ne coordonne pas parce qu'il y a d'autres collègues qui le font, mais j'ai quelques conférences à faire dans cette formation. Et en tant que formateur, je suis responsable de la coordination de l'enseignement du 2e cycle et du 3e cycle. Et donc je m'occupe des internes en gynécologie obstétrique, je les accompagne sur leur parcours, et également je fais l'enseignement aux étudiants en médecine en 5e année sur l'endométriose depuis juste 3 mois, parce que jusque-là, l'endométriose, elle n'était pas au programme. Donc, elle y est maintenant, heureusement, depuis septembre dernier. Oui, on a une interne en médecine qui est là, Clémentine, peut-être. Donc, du coup, vous avez eu l'enseignement dans ce cadre-là. Dans mon 2e cycle, oui, il y a eu une petite partie d'enseignement qui concernait l'endométriose. Mm. Et donc, je voulais voir, donc l'intérêt de ce webinaire ce soir, c'était de voir quelles étaient les clés qui pouvaient exister pour améliorer et aider la formation des professionnels de santé, puisqu'on sait que donc, les filières de soins sont en train de se constituer et que la question du diagnostic de l'endométriose va être révolutionnée par l'arrivée sur le marché donc, de l'endotest, le test salivaire. Et voilà, comment arriver à prendre en charge toutes ces malades potentiels qui vont pouvoir être diagnostiqués grâce à ce test, alors que la formation des professionnels de santé n'est peut-être pas suffisante pour que vous ne soyez pas, vous, professeurs et généralistes déjà, qui connaissez déjà la maladie, vous ne soyez pas submergés de patientes. Comment vous voyez les choses, par exemple, Monsieur Briac? C'est une bonne question, mais c'est une question politique, parce que je crois que si on veut arriver effectivement à ce que vous proposez et qu'il y ait une réorganisation un peu sur le territoire, c'est d'abord une volonté politique. Donc je crois qu'effectivement les éléments portés par la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose est un élément forcément fondateur sur les choses qui vont se mettre en place. Pour m'intéresser beaucoup à cette pathologie qui, je trouve, est tout à fait caractéristique, je l'ai dit tout à l'heure, d'une maladie chronique et de sa prise en charge, avec un repérage initial qui est précoce et un accompagnement des patientes tout au long de la pathologie, y compris celles qui doivent se faire opérer, qu'on va ensuite continuer à prendre en charge dans la durée. C'est vrai qu'il y a forcément des trous dans la raquette parce que les professionnels ne sont pas pour le moment suffisamment bien formés, mais je crois qu'encore une fois, tous les éléments et les moyens qui sont mis en jeu, en œuvre actuellement, sont de nature à pouvoir, sur quelques années, permettre de pouvoir avoir aussi un investissement qui est plus important peut-être de la part des généralistes qui de plus en plus, moi je le vois sur mes jeunes collègues internes de médecine générale qui sont de plus en plus impliqués
dans la santé de la femme, qui ont envie de pouvoir investir ce champ de la discipline et pouvoir s'occuper de la santé des femmes. Alors aussi en rapport avec les modifications de la démographie médicale, hein, parce que les gynéco-médicaux sont moins nombreux, pardon, pas moins importants, hein, moins nombreux. Et donc, bien sûr, il y a une répartition un peu du suivi, de la prévention, du dépistage, du repérage de cette maladie. Donc, ça, je crois que c'est vraiment un élément qui est important. Mais je suis quand même assez optimiste sur le fait que la création des centres experts vont être forcément des éléments qui vont nous permettre de pouvoir nous appuyer, nous, sur le premier recours, sur ces gens qui ont une compétence très importante. Je crois qu'il serait dommage d'imaginer que toutes les femmes porteuses d'endométriose est un passage obligé dans ces centres experts, parce que je pense que en premier recours, on a quand même la possibilité de pouvoir faire un certain nombre de choses en termes de suivi, de repérage, pardon, de prise en charge de la douleur, de prise en charge des symptômes associés, des troubles sexuels associés, de mettre en place des traitements contre la douleur. Donc, je pense que vraiment, on a encore toutes les armes. La seule chose qu'il faut, c'est que les médecins généralistes soient mieux formés, mais on forme aussi les sages-femmes, on ne les oublie pas. Moi, je me retrouve en médecin généraliste, donc je suis spécialiste du premier recours, mais je me retrouve à faire du deuxième recours parce que j'ai mes collègues sages-femmes qui viennent m'adresser des patientes. Mes collègues généralistes qui savent que je suis intéressé par la maladie m'envoient aussi des patientes. Donc c'est vrai que mon rôle de premier recours, il devient presque un rôle pas de deuxième recours, mais de premier recours et demi, je veux dire. Donc, voilà, donc il y a quand même on a aussi des réseaux informels qui se mettent en place sur le territoire avec des connaissances de gens intéressés. Ça, je crois que c'est aussi une chance parce qu'on a aussi nos collègues radiologues. On sait que tous ne sont pas intéressés par la pathologie. Et donc, on a bien sûr besoin d'avoir aussi un réseau informel qui existe, mais on a l'habitude de travailler comme ça en médecine générale. Donc, ça se fait toujours avec des gens avec qui on prend du plaisir à travailler et qui sont intéressés par la pathologie et qui prennent en charge nos patientes de façon pertinente. Voilà. Merci beaucoup, oui. Et professeur Brun, vous avez quel type quels sont les profils des étudiants qui participent au DIU ou que vous pouvez rencontrer? C'est des étudiants qui sont plutôt donc pour devenir chirurgiens, qui veulent avoir une pratique de chirurgie? Dans le diplôme d'université, on a déjà des jeunes internes et des seniors, des gens qui sont déjà thésés et qui ont déjà une spécialité. Parce qu'en fait, on n'accueille pas que les gynécologues. On accueille également les médecins généralistes comme M. Briac, hein, qui sont intéressés pour développer leurs connaissances en endométriose. On accueille des radiologues qui veulent s'occuper de l'imagerie de la femme. On accueille des chirurgiens urologues et viscéraux qui veulent s'impliquer un peu plus dans la chirurgie pelvienne de la femme. Alors après, au niveau des générations, on a les jeunes, effectivement, internes en formation ou les jeunes chefs de clinique assistants qui veulent développer leurs compétences et leurs connaissances sur l'endométriose. Et puis, on a des gynécologues obstétriciens ou des gynécologues médicaux, donc toutes les subspécialités de la gynécologie, qui veulent en apprendre un peu plus, soit pour mieux connaître les traitements médicaux, soit pour mieux maîtriser la chirurgie. Donc, c'était très ouvert, hein, cette première année de session là qu'on a eue l'année dernière. Oui, parce que c'est vraiment cette question de voir comment on arrive à toucher le maximum de personnes en ayant un enseignement de qualité. Mais vous faites des petits groupes et c'est normal parce que vous ne pouvez pas avoir beaucoup de monde. Et c'est vrai que du coup, peut-être que c'est pas le même, le public du DIU et le public du MOOC, c'est évidemment pas du tout le même type de personnes, mais ça peut être une manière de faire déjà de sensibiliser à l'endométriose avant et de donner peut-être envie à certains médecins de continuer par le DIU. Est-ce que les choses ne sont pas encore dans ce cas-là puisque c'est à peu près les deux formations qui sont apparues dans les mêmes années. Mais c'est vrai que voilà, on a une question pour savoir si le DIU est ouvert aux professions paramédicales. Je crois que ce n'est pas marqué. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant, oui. Par contre, on est très sensible à l'intérêt qu'ont les paramédicaux dans la prise en charge de l'endométriose et vraiment sur les soins de support. Je suis très, très sensible à tout ce que peut nous amener l'ostéopathie
l'hypnose, le shiatsu et tout un tas de praticiens qui font un excellent travail sur la prise en charge de la douleur notamment. Et on a mis en place au sein de notre association AFENA, Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre de notre formation, on doit faire une formation annuelle, une petite journée voilà, qui a d'ailleurs pris pas mal d'ampleur depuis qu'on s'est réunis avec Poitiers et Limoges. Et dans les thématiques, il y a des formations spécifiques dédiées aux non-spécialistes. Donc, on a les médecins généralistes. Il y a une formation spécifique médecins généralistes sur 2 heures, en groupe, à part. Et également une formation spécifique pour les paramédicaux, où on va justement traiter et discuter avec eux pour tout ce que les avantages que les paramédicaux peuvent nous amener. Oui, donc du coup, c'est assez, c'est assez complémentaire et c'est assez complet. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut permettre, donc, par exemple, à cette jeune femme qui est kiné de pouvoir participer. En fait, je pense que dans toutes les régions, les filières de soins sont en train de se mettre en place. Et si vous n'êtes pas de Nouvelle-Aquitaine, Myriam, je pense que dans d'autres régions aussi, voilà, les choses se mettent en place et les filières de soins, c'est aussi là pour faire le pont entre les différentes professions médicales, pour réunir et faire un maillage territorial de toutes les personnes sensibilisées à l'endométriose. Et du coup, voilà, je me posais aussi des questions. Comment, mince, pardon. Quels sont les signaux d'alerte que peuvent avoir les généralistes et pour qu'on le rappelle et qu'on puisse, je sais que c'est idiot comme question pour vous et pour moi parce qu'on est toujours le nez dedans, mais quels sont les signaux qu'ils doivent alerter et qui n'alertaient peut-être pas suffisamment depuis longtemps les généralistes? Qu'est-ce que vous considérez comme étrange et qui peut laisser supposer une endométriose? Alors, j'imagine que vous demandez à Clémentine ou à moi? À vous, après, si Clémentine… Je commence. Clémentine rajoutera des choses voilà. pour dire si j'ai oublié des choses. Alors, je crois que quand même l'élément principal, c'est quand même la douleur. Ouais. C'est-à-dire que des douleurs qui sont récurrentes avec une espèce de rythme, pas forcément de rythme, parce que je crois qu'on a quand même des portes d'entrée qui sont très différentes. C'est vrai qu'en soins premiers, la porte d'entrée principale, ça va être la plainte d'une douleur, alors souvent des problèmes de dysménorrhée, des douleurs de règles avec une intensité qui est pas considérée, qui ne doit pas être considérée comme étant normale, parce qu'on a vécu un petit peu dans une culture où les règles devaient être forcément quelque chose qui pouvait être très douloureux. Donc, il faut essayer de lutter un peu contre cette situation qui doit être bien sûr combattue. Donc, les douleurs de règles, le caractère cyclique de certaines douleurs aussi pelviennes, bien sûr les dysménorrhées avec l'impact, bien sûr les problèmes de dyspareunie, parce que c'est vrai que dans le cadre de l'examen clinique, mais surtout de l'interrogatoire, je crois qu'il faut consacrer beaucoup de temps à l'interrogatoire et c'est ce qui va faire une grosse partie de l'évocation du diagnostic. Donc les problèmes de dyspareunie, des troubles sexuels qui vont accompagner cette situation-là, des problèmes de diarrhée cataméniale, des troubles du transit au moment de la période des règles, des troubles urinaires, des douleurs à la défécation, des problèmes de distension abdominale. Donc, c'est vrai qu'on a tout un tas de symptômes qui peuvent être décrits par nos patientes et on doit essayer à partir de chaque porte d'entrée, essayer de rechercher s'il n'y a pas d'autres ouvertures qui peuvent, sur un faisceau d'arguments, nous orienter vers une possible endométriose. Donc après, c'est des éléments de l'examen clinique qui vont probablement pouvoir nous aider aussi parce que je crois qu'on a besoin aussi d'avoir une formation de ce côté-là parce que je pense que on a de l'imagerie à mettre en place après, mais l'examen clinique est un élément qui peut aussi nous apporter un certain nombre de choses avec des éléments qui sont pertinents, expliquer l'intérêt, l'utilité de l'examen clinique auprès de la patiente et si elle souhaite le réaliser et si le médecin ne se sent pas compétent pour procéder à cet examen clinique, de pouvoir référer la patiente, mais déjà avec des arguments associés avec un interrogatoire qui est très policier, je vais dire, qui prend du temps, mais qui est très productif parce que, franchement, quelques questions vont nous permettre d'avoir des éléments autant sur l'évocation qu'on va avoir de la maladie, mais aussi du retentissement sur la qualité de vie, qui est un élément majeur, bien sûr, pour les femmes porteuses d'endométriose.
Et vous, Clémentine, vous êtes confrontée à l'endométriose dans le cadre de votre internat. Est-ce que par quel biais vous rencontrez des femmes atteintes? Est-ce que vous pouvez... allez-y. Peut-être moins des douleurs de règles, mais après, dans mon centre, on fait un peu de PMA et c'est vrai que sur un bilan d'infertilité, parfois, ça peut être aussi une porte d'entrée vers le diagnostic d'endométriose. C'est aussi... Oui, oui. Et après, peut-être que vous, professeur Brun, c'est vraiment plutôt dans un parcours plus... Enfin, au bout d'un parcours plus compliqué que les femmes arrivent jusqu'à vous. Donc, généralement, le diagnostic est déjà presque fait. Ah non, pas Pas forcément, forcément. parce qu'en fait, on peut consulter un gynécologue d'emblée en première ligne sans passer par les préliminaires, si je peux me permettre. Et c'est dommage parce que c'est vrai que justement, on voudrait structurer ces différents les réseaux de soins pour qu'il y ait une progression. Et donc, on parlait avec le docteur Briac, parlait justement du premier niveau de compétence, mais il n'y a pas... euh, enfin, tout le monde, à partir du moment où il a un intérêt dans l'endométriose, est à considérer dans la chaîne de soins. Et donc, c'est vrai qu'on on va essayer d'attribuer sur des critères d'ailleurs qui sont très difficiles à mettre en place dans la région, un peu comme les centres de périnatalité, des niveaux 1, 2 et 3. En gros, le niveau 1, il va être pour les généralistes, les sages-femmes de terrain qui sont en première ligne à l'écoute des patientes et les gynécologues aussi installés. Après, on va avoir des niveaux 2 probablement qui seront sur des centres dans des structures de moindre importance par rapport à un CHU, mais qui sont quand même bien présents pour prendre en charge de façon globale la santé de la femme. Et puis après, on a les CHU. Mais finalement, les choses ne se font pas comme ça. Et bon, aujourd'hui, j'ai fait la consultation et j'ai vu des dames qui habitent à côté de l'hôpital et qui sont venues directement avec une échographie qui montre des petites choses, voir ce qu'on allait faire. Bon, après, c'est vrai que ce triage, il est quand même important parce que on voudrait bien avoir effectivement pour éviter les listes d'attente en consultation, des femmes qui arrivent vraiment avec un vrai besoin pour que derrière on puisse donner des avantages à venir dans les centres entre guillemets dits experts pour leur proposer une IRM de qualité, pour leur proposer une prise en charge en AMP si c'est nécessaire, une chirurgie si c'est indiqué, etc., etc. Oui, oui. Et c'est vrai que cette notion d'avoir une bonne orientation au bon moment, c'est quelque chose d'important dans l'endométriose, puisque c'est vrai que l'errance médicale a souvent amené à une évolution de la maladie qui obligeait ensuite à avoir des chirurgies plus lourdes, à avoir l'importance d'une chirurgie avec un urologue, avec un gastro-entérologue, puisqu'il y avait eu ce parcours qui était émaillé de différentes rencontres et qui n'était pas forcément adapté à l'efficacité des choses. Mais du coup, quel type d'outils peuvent être mis en place au niveau locaux, mais aussi au niveau national, pour aider à cette formation des professionnels de santé? Par exemple, un outil comme le MOOC, mais est-ce qu'il y a des choses plus concrètes, des plaquettes d'information, des choses comme ça, des séminaires, des stages? Vous nous parliez tout à l'heure, le professeur Brun. Du coup, comment les choses vont se mettre en place? Est-ce qu'il va y avoir une formation globale de tous les généralistes d'un département, par exemple? Comment on pourrait envisager les choses pour que l'information circule le mieux possible? Monsieur Brun, je vous laisse répondre. Je répondrai après. Oui, pour moi, il faut surtout structurer de façon un peu homogène et progressive. Mais là, ça compte tout le monde. C'est vous, les associations de patientes, et c'est les différentes spécialités médicales. Parce qu'en fait, il y a une dérive. À force de dire qu'on met trop de temps pour faire le diagnostic d'endométriose et que les gens ne sont pas bien pris en charge et que les diagnostics se font de façon trop tardive, on se retrouve, moi, dans ma clientèle, avec une inversion de la situation. Et on a des mamans d'une quarantaine d'années qui m'amènent des jeunes filles de 14 ans en disant ma fille a des règles douloureuses, c'est inadmissible, il faut faire quelque chose, elle a de l'endométriose, etc., etc. Et alors, à la fin, on se retrouve, surtout avec les ados, hein, c'est caricatural, avec
soit des surdiagnostics faits parce qu'à l'échographie, il y aura 3 petites taches qui dira oui, tiens, peut-être j'ai un doute, etc., sur l'endométriose. Mais finalement, derrière, on va stigmatiser des jeunes filles qui risquent d'avoir une étiquette toute leur vie. Et ça me semble très délétère. Et là, en ce moment, c'est un petit peu caricatural, mais c'est ce que j'ai tendance à voir, justement sur un peu trop d'une hypersensibilisation de certains côtés et un défaut de sensibilisation, effectivement, de l'autre, avec des femmes qui se heurtent vraiment à une non-écoute de la part des praticiens. Alors, il faut qu'on arrive à trouver un équilibre. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, parce que là, moi, je trouve qu'en ce moment, c'est très agité, parce qu'on se retrouve à vouloir faire très rapidement des choses avec des pressions politiques majeures. Et en fait, on n'est pas préparé à tout ça. On s'organise progressivement, mais il faut du temps pour que les associations de patientes partagent certaines informations et pondèrent parfois un peu certaines choses, que les MOOC se mettent en place pour diffuser cette information facile, qu'on fasse nos formations continues à l'université comme on le fait avant. Et voilà. Mais bon, voilà, il faut du temps. Il faut du temps. Oui. Mais c'est vrai que nous, on est en train d'essayer de réfléchir à comment aborder la question de l'endométriose pour les adolescentes, justement pour pas pour pas les perturber, pour trouver les bons mots, pour trouver la bonne manière de faire et justement de ne pas faire des surdiagnostics. On se pose vraiment cette question là en ce moment chez Endomind. On a créé un pôle spécial pour travailler sur la question. Mais c'est vrai qu'après, vous avez expliqué qu'il faut du temps. Oui, mais c'est vrai que je pense que pour les patientes qui ont déjà attendu des dizaines d'années, Oui. ça devient. On en a eu Caroline qui intervient. Oui, j'interviens effectivement. Je me permets d'intervenir hein, puisque je fais partie du réseau de la communication d'Endomind et j'ai témoigné il n'y a pas longtemps à visage découvert et en mon nom dans le monde concernant effectivement le diagnostic. Et il ne faut pas tarder trop non plus, même sur les adolescentes, puisque moi-même, j'ai été diagnostiquée 20 ans après avec une adénomiose, monsieur docteur gynécologue, profonde et diffuse et avec des dommages collatéraux très importants aujourd'hui parce que le diagnostic a été posé trop tard et une hystérectomie qui n'a pas eu le choix, je n'ai pas eu le choix d'une hystérectomie au moment du diagnostic. Donc, effectivement, j'ai un enfant de 18 ans qui est un miraculé, parce que voilà, quand on m'a diagnostiqué, on m'a tout de suite posé la question si j'avais un enfant, mais il y a eu 20 ans, il y a eu 20 ans pour un vrai diagnostic posé grâce à mon généraliste. Donc, je pense que la base, elle est avec un diagnostic auprès de son généraliste pour après, effectivement, être orienté vers un gynécologue, chirurgien spécialisé dans l'endométriose. Oui, c'est vrai que cette question-là, le temps, c'est difficile. Je pense que pour nous qui avons eu des parcours compliqués, c'est difficile. C'est ça. Les choses évoluent rapidement en ce moment et c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'intérêts politiques qui sont en jeu et qui peut-être perturbent pas mal l'évolution logique de la prise en charge de cette maladie. Il faut tenir compte de toutes les questions et c'est aussi pour ça qu'on est là ce soir pour rediscuter et refaire le point de comment prendre ces informations. C'est pour ça que j'avais choisi de faire un webinaire par point de la stratégie pour essayer justement de discuter sur ces questions-là. Mais il est quand même vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui découvrent peut-être la maladie depuis ces 3 derniers mois où on commence à en parler de manière plus clair et il faut quand même arriver à trouver des moyens, des clés. Peut-être, Monsieur Briac, vous vouliez intervenir tout à l'heure sur ces notions-là d'outils, quels étaient les outils qui peuvent être utilisés et qui peuvent permettre de faire avancer les choses. Peut-être pour rebondir sur les propos du professeur Brun, et je suis un peu d'accord qu'effectivement la médiatisation de la maladie, je crois qu'elle est nécessaire et il fallait qu'à un moment donné, on puisse évacuer l'abcès, provoque forcément une prise de conscience de la part d'un certain nombre de femmes, y compris de mamans de jeunes femmes qui sont inquiètes pour leur pathologie parce qu'elles peuvent être elles-mêmes atteintes d'endométriose et donc elles sont inquiètes aussi pour la santé de leur femme. Donc tout ça, c'est des sentiments qui sont tout à fait légitimes et je pense que les choses vont s'apaiser doucement parce que
effectivement, la prise de conscience, la formation, la meilleure formation, je vais peut-être juste y revenir 2 minutes, va permettre de pouvoir avoir justement un maillage pertinent sur le territoire avec des femmes, des jeunes femmes et des femmes moins jeunes qui seront mieux prises en charge, mieux accompagnées tout au long de leur maladie. Donc ça, je crois que c'est forcément un enjeu, mais moi, je suis confiant quand même. Hein. J'ai bien confiance dans tout ce qui a été mis en place et qui va permettre probablement d'aller vers le mieux, parce qu'on ne peut aller que vers le mieux sans forcément noircir une situation où maintenant, actuellement, effectivement, on est peut-être confronté à la crête de la vague avec un petit peu de retard. Donc forcément, on prend la marée de tout ce qui n'a pas été fait dans les mois précédents. Alors, je crois que les éléments de la formation initiale, parce que pour moi, ce n'est pas des choses qui sont antinomiques, et ça s'articule entre la formation initiale, puisque je suis aussi en responsabilité de formation initiale. Moi, je n'interviens pas dans le second cycle, mais finalement, le fait qu'on ait une reconnaissance de la maladie et une formation spécifique sur l'endométriose pour nos étudiants en médecine est vraiment un élément qui est important, parce que on sait que dans la formation, tout ce qui n'est pas question à l'ECN, ça ne va pas être forcément très exploité et forcément très étudié par nos étudiants. Et donc, cette carence initiale de formation au cours du 2e cycle, on la retrouve au cours du 3e cycle. Donc là, on a des choses quand même qui finalement sont mises en place, parce que maintenant, il y a des choses qui existent au sein du 2e cycle. Et donc, je crois que déjà, tous nos jeunes collègues ont une formation minimale là-dessus. Au cours du 3e cycle, on est sur une formation qui est toujours professionnalisante, quel que soit le type de diplôme d'études spécialisées, quelle que soit la spécialité. Et là, je crois que c'est un enjeu aussi de la part des enseignants de médecine générale, dans les départements de médecine générale, de prendre en compte la formation des internes et de faire une formation qui soit pertinente, adaptée, au premier recours, dans une démarche de connaissances et de compétences. Et après, il y a la formation continue. Alors, c'est ce qui prendra forcément plus de temps, parce que la formation continue, vous avez proposé une formation obligatoire de mes collègues généralistes. Heureusement qu'ils ne vous entendent pas, parce que sinon, vous allez avoir des messages sur votre boîte mail privée, peut-être pas toujours agréables. C'était une supposition. Non, mais je plaisante, parce que en plus, on a quand même une formation qui est obligatoire. Le code de déontologie nous oblige à avoir une formation médicale. Et donc, on a des thèmes qui sont prioritaires avec une formation qui est indemnisée. Donc, je veux dire, il y a déjà des choses qui existent. Oui. Il faut peut-être favoriser ça et donner une émulation et envie aux médecins, donner envie aux médecins généralistes d'avoir une formation sur ces thématiques, quoi. Voilà. Donc, moi, je suis confiant, parce que la formation initiale, les effets vont se mettre en place très vite. Et les résultats vont aussi se mettre en place très vite. Et sur la formation continue, ça prendra un petit peu plus de temps, mais comme le suggérait le professeur Brun, je crois qu'on arrivera quand même à avoir une compétence qui permettra de pouvoir avoir une répartition avec nos collègues sages-femmes, avec les autres professionnels de santé, avec les paramédicaux, avec les pharmaciens, avec les éducateurs sportifs, les médecins du travail. Tout le monde va prendre conscience de la nécessité de repérer cette maladie et d'orienter les femmes à bon escient. Oui, la Fondation pour la recherche sur l'endométriose, donc, qui a été créée par Endomind, organise le 29 mars une première grande émission sur justement une information autour de l'endométriose, et qu'on a destinée à tous les professionnels de premier recours, mais dans un sens très large, y compris les pharmaciens, y compris les kinés, y compris les ostéos. Et c'est vrai qu'en incluant tout le monde, je pense que ça va permettre d'améliorer l'émulation sur l'endométriose. Et vous, Clémentine, qu'est-ce que vous attendriez en fait en tant qu'étudiante, de quoi vous aurez envie enfin, qu'est-ce que vous attendez par rapport pour pouvoir, est-ce que vous sentez que vous avez suffisamment de connaissances sur l'endométriose pour pouvoir aider quelqu'un et la prendre en charge de manière correcte, ou comment vous envisagez ça? Alors, pour l'instant, étant vraiment au début d'internat, je me sens en compétence de prendre en charge rien du tout, endométriose ou pas. Mais globalement, ça m'intéresse pas mal de voir déjà le côté chirurgical m'intéresse, parce que ça fait partie de ma spécialité et je pense que ça peut être une chirurgie qui est hyper intéressante, mais aussi le versant beaucoup
plus médical à la consultation, la prise en charge, que ce soit de la douleur, la prise en charge aussi de l'infertilité, la prise en charge des troubles sexuels que ça peut engendrer, tout ça. Je pense qu'il y a en effet beaucoup d'aspects qui peuvent être hyper intéressants à voir alors en gynéco, mais aussi à la consultation d'autres spé, notamment l'uro ou des choses comme ça, où des femmes peuvent se retrouver à consulter pour des problèmes en lien avec une endométriose, quoi. Oui, c'est vraiment la question globale. L'endométriose, c'est la porte d'entrée, c'est peut-être la question gynécologique, mais c'est ensuite vraiment l'état global de la femme. On avait une question sur les traitements et notamment les changements qui sont obligés à cause des problématiques sur le lutéran et le luténil. Justement, quel type de formation est-ce que, en tant que professionnel de santé, Monsieur Briac, Clémentine ou le professeur Brun, vous avez est-ce que vous, en tant que professionnel, vous avez des aides par rapport à ce type par exemple, de problématiques de médicaments qui ne sont plus adaptés? Comment les choses se mettent en place par rapport à ça? Est-ce que vous recevez des alertes, puisqu'on a réussi à en faire en sorte que les femmes puissent avoir des alertes, mais est-ce que vous, en amont, vous avez des alertes sur ce type de médicaments? J'espère que ça répondra à la question. Sinon, peut-être que Eva, vous pouvez intervenir et reposer les choses plus clairement, si vous voulez. Oui, c'est bien formulé. C'est aussi dans le cadre des questions du vaccin, puisque les vaccins peuvent former des inflammations. Et une personne qui change de traitement, elle va aussi avoir d'autres formes d'inflammation avec les nouveaux traitements, probablement. Et donc, il peut y avoir des interactions avec d'autres, soit les vaccins, enfin des injections ou d'autres traitements. Donc, ça pose la question aussi des comorbidités, parce qu'après, il faut remonter à la source, en fait, de tous ces cocktails hormonodépendants. Comment gérer un traitement d'endométriose dans le cadre d'autres traitements, en fait, si je résume bien, puisqu'on n'a pas toutes les informations, comment arriver à faire le point? Est-ce qu'en tant que médecin, puisqu'en tant que patiente, on a l'impression de ne pas avoir toutes les informations, est-ce que les médecins ont plus d'informations à nous donner par rapport à ce sujet? Voilà, tout à fait. S'il y a des consignes particulières. Merci beaucoup. Monsieur Brun? Je vous interpelle, hein, Monsieur Brun, désolé. Vous voulez que je parle de l'hormonothérapie, c'est ça? De comment, en fait, il y a eu tout un système d'alerte qui a été mis en place depuis 2-3 ans. Maintenant, on est obligé de demander des autorisations. Soit les patientes, soit les généralistes sont obligés, pour pouvoir aller en pharmacie, de venir avec des autorisations spéciales pour le luténil, le lutéran, pour éviter d'avoir des méningiomes. Et donc, les patientes sont censées faire des IRM tous les 6 mois. Donc, par rapport à ce changement de traitement, on est incité tout doucement à changer de traitement pour ne pas faire des IRM tous les 6 mois pendant des années et éviter ces méningiomes. Mais si on change justement d'hormonothérapie, vers quoi on va être orienté pour trouver un traitement qui était aussi efficace que le luténil ou lutéran? Parce que pour beaucoup de patientes, c'était les seuls traitements qui ont permis d'éviter toutes ces douleurs, voire d'assécher les nodules. Et du coup, c'était devenu un peu miraculeux. Donc, il y a eu beaucoup d'espoir. Et maintenant, comment on fait pour trouver les équivalences qui donnent de la confiance aux patientes sans donner les effets indésirables? On a l'impression de marcher un peu à tatillon, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Est-ce qu'on va retester tous les 6 mois un nouveau traitement? Et qu'est-ce qui peut donner confiance aux gynécologues? Parce qu'il y a des gynécologues qui sont partis à la retraite, beaucoup de gynécologues partent à la retraite, d'autres n'ont pas envie non plus de dire n'importe quoi et de donner des traitements de manière hasardeuse aux patientes. Donc voilà. Alors, donc on est bien d'accord que le traitement par hormonothérapie, Oui. on appelle encore antigonadotropes, parce que en fait, tous les traitements sont contraceptifs, sont le traitement en première ligne, parce qu'on parle beaucoup de chirurgie, mais en fait, c'est bien le traitement de première ligne des femmes symptomatiques avec une endométriose ne désirant pas procréer de façon immédiate ou de façon prolongée. Alors, donc une fois qu'on a dit ça, on regarde qu'est-ce qu'on a comme traitement médical validé, c'est-à-dire avec une AMM,
une autorisation de mise sur le marché dans l'endométriose. On en a très peu. On a le Luthéran et on a le Dienogest. En fait, quand on a refait la littérature pour éditer les recommandations pour la pratique clinique en 2017, on s'est aperçu que la famille des norprégnanes, donc luthéran et luténil, qui sont des macroprogestatifs, eh bien, il n'y a pas de données dans la littérature suffisamment robustes pour pouvoir dire que c'est les médicaments incontournables du traitement de l'endométriose symptomatique. En revanche, il y a des données dans la littérature qui montrent que les microprogestatifs, donc ça, c'est les pilules pour celles qui ont eu des enfants qu'on donne après l'allaitement, qui sont compatibles avec, par exemple, l'allaitement maternel, et la pilule classique qu'on donne à la jeune fille de 18 ans qui va démarrer ses relations, qui sont les œstroprogestatifs, sont des médicaments qui sont efficaces dans les symptômes associés à l'endométriose et qui peuvent être prescrits pendant une longue durée sans risque d'effet secondaire, avec une petite limite pour les œstroprogestatifs quand on a plus de 30 ans et qu'on fume. Du coup, est arrivé en plus les limites de prescription liées, les recommandations de la Haute Autorité de Santé, de l'Agence du médicament, avec l'alerte qui a été effectivement éditée il y a maintenant 2 ans, 1 an ou 2, sur le risque de méningiome associé au luténil et au luthéran. Alors, c'est vrai que ce sont des médicaments qui sont très prescrits en France, mais il faut savoir que ces familles de médicaments ne sont par exemple pas présentes aux États-Unis. On est quasiment les seuls en France à prescrire ça. Donc, c'est un problème franco-français et effectivement avec une spécificité liée à ce risque de méningiome qu'il faut prendre en compte. Donc maintenant, les choses sont assez claires. On peut continuer à prescrire les médicaments sous réserve effectivement d'avoir confirmé qu'il n'y a pas d'autre alternative efficace chez la patiente qui a besoin d'un traitement. Si effectivement c'est le cas, eh bien, on prescrit le traitement et moi, ça ne m'embête pas de le renouveler quand les dames sont, entre guillemets, luthéran ou luténile dépendantes parce qu'il n'y a que ça qui les soulage, sur des durées longues en faisant une IRM tous les ans. Après, entre-temps, on a quand même essayé d'autres choses parce qu'au moment où on a eu l'alerte sur les norprégnanes, luténile, luthéran, on a eu en même temps le remboursement du Dienogest. Voilà. Et donc ça nous a beaucoup aidé à switcher. Et quand même, le Dienogest, c'est finalement un médicament qu'on avait mis en deuxième ligne à l'époque dans les recommandations de 2017. Mais si on a une révision à faire, je pense qu'on va le faire bientôt avec le conseil scientifique du collège, on va le mettre en première ligne maintenant parce qu'on a, une efficacité démontrée par les études et 2, un rapport coût-bénéfice qui est bien et une bonne tolérance. Donc, on a à la fois pas beaucoup de médicaments et des profonds changements, mais en même temps, on a une évolution des molécules qui nous permettent quand même d'y voir plus clair. Monsieur Brun, je vous suis sur le sujet du luthéran, hein, puisqu'aujourd'hui, l'assurance maladie envoie quand même une lettre concernant le traitement quand on l'a pris sur une longue durée. Hein. Donc, on a eu beaucoup d'interventions. Enfin, moi, j'ai eu de mon côté des jeunes filles de 26 ans qui sont sous luthéran, qui ont reçu ce courrier et qui sont un petit peu inquiètes sur ce traitement, hein, puisque elles sont jeunes, elles ont 25, 26 ans. Donc, ce sujet est important, je pense. Alors, je suis totalement d'accord avec vous que quand on arrive à trouver sur une patiente qui le supporte et qui n'a pas d'effet, c'est formidable. Mais effectivement, quand l'assurance maladie vous envoie un courrier officiel en vous disant « attention », passer un IRM ou consulter votre médecin, il y a aussi une contradiction sur l'assurance maladie qui envoie les courriers et vous, professionnels de santé et gynécologues qui sont pour ce traitement et qui est très bénéfique sur certaines patientes. Donc, voilà. Oui. Monsieur Briac, oui, allez. Oui. Oui, non, je ne veux pas vous interrompre. C'était juste pour repréciser certaines choses. Alors, j'ai eu la chance aussi de participer au conseil scientifique temporaire concernant ces 2 molécules et l'alerte qui avait été mise en place après une étude où on s'était rendu compte qu'il y avait effectivement une augmentation du risque de survenue de méningiome chez des femmes prenant ces 2 molécules de façon prolongée, comme ça avait été le cas avec une autre molécule précédemment. Et donc,
l'idée de l'Agence nationale du médicament et du CST, c'était pas d'inquiéter les femmes, c'était vraiment d'informer les professionnels du risque de survenue de méningiome chez des femmes qui prennent ce traitement de façon prolongée, sachant quand même que l'incidence de la maladie reste quand même très faible, même s'il y a une augmentation du risque, et qu'on voulait encadrer finalement en donnant, en recentrant les indications pour lesquelles M. Brun a rappelé l'indication de l'endométriose pour certaines molécules, et éviter les dérives en particulier sur des traitements qui étaient prescrits dans le cadre de la ménopause, de cycles artificiels, de cycles irréguliers, de syndrome prémenstruel, etc., pour lesquels l'indication n'était pas effective et pour lesquels il y avait des dérives finalement de prescription et qui rendaient difficile et compliqué la prescription. Donc, il y a eu un encadrement. Alors, il faut donner une information aux professionnels et tous les professionnels en France l'ont reçu. Moi, personnellement, je l'ai reçu. Je pense que chaque professionnel installé prescripteur potentiel a reçu un listing des patientes qui bénéficiaient d'un traitement prolongé par ce type de traitement. Les patientes ont été aussi informées parce que, mais on parlait tout à l'heure peut-être de l'information, savoir comment les patientes s'informent auprès de leur médecin pour connaître un petit peu les limites. Alors probablement ça a été peut-être mal perçu ou perçu de façon un peu inquiétante de la part des patientes, mais finalement c'est important qu'il y ait une transparence pour que quand on se rend compte qu'il y a un effet secondaire, même qui survient tardivement et de façon très peu fréquente, on se retrouve quand même confronté à des situations. On en a discuté beaucoup parce qu'on avait des représentants de patientes qui étaient porteuses de fibromes et qui effectivement sont aussi confrontées à ce type de pathologie parce que les macroprogestatifs dont parlait le professeur Brun tout à l'heure sont aussi utilisés dans cette indication comme traitement médical. Et donc, on se retrouve avec quelque chose qui est certainement pas très satisfaisant. Donc, on a une transparence aussi qui est nécessaire de la part des autorités de santé, pour nos patientes, pour les professionnels qui prescrivent. Après, il ne faut pas qu'il y ait de dérive, c'est-à-dire que si c'est l'IRM une fois par an dans un contexte particulier, il ne faut pas que le pharmacien, par exemple, refuse de délivrer la prescription si on est sur une prescription qui est inférieure à 1 an, puisqu'on sait que le risque dans ce cadre-là, il est nul. Donc, c'est vraiment sur des traitements qui sont prolongés où on va prendre un certain nombre de précautions, comme on le fait avec plein de pathologies et plein de médicaments. Oui. Donc, je crois qu'on est sur quelque chose qui n'est pas plus alarmant et qui ne doit pas être plus alarmant que la plupart des médicaments qu'on utilise. Les médicaments sont des principes actifs avec des effets indésirables, des effets secondaires possibles, des risques potentiels. Donc, il faut accepter ce risque et faire toujours une balance bénéfice-risque. Et là, effectivement, la balance, elle est positive. C'est pour ça que les médicaments n'ont pas été retirés de la pharmacopée parce qu'ils ont une utilité, un intérêt majeur. Et heureusement qu'on peut les garder encore. Et donc, il faut vraiment les utiliser avec parcimonie et avec à bon escient dans le cadre de l'indication. Et comme ça, avec une surveillance qui est adaptée. Et comme ça, tout le monde est content. Ah non, mais je suis totalement d'accord avec vous. Oui. Mais moi qui ai pris du... Pardon, Chloé. Moi, j'ai pris du Luthéran pendant plusieurs années après mon hystérectomie pour un syndrome prémenstruel. Je vous parle de ça parce que moi-même, j'ai reçu le courrier il y a 2 mois. Or, je ne suis plus sous Luthéran et j'ai eu 4 opérations. Et aujourd'hui, voilà, j'ai une jeune fille que je suis qui a 26 ans et qui, elle, a été diagnostiquée et qui a été sous Luthéran et qui a reçu ce courrier. Et sa question a été je comprends pas, j'ai 26 ans, je reçois un courrier de la sécurité sociale, donc voilà, mais je vous rejoins totalement sur le sujet quand c'est prescrit à bon escient et que c'est suivi. Je ne vois pas le. Mais je vous promets que la rédaction du courrier d'information a pris des heures pour qu'on essaie de trouver une espèce d'accord commun pour satisfaire à peu près toutes les parties en présence au cours de cette commission. Je peux vous dire que ça a été du travail. Voilà. Oui, je me doute. On a essayé de faire au mieux. Ah, mais attendez, je me doute que pour sortir un courrier comme celui-là, il a fallu du temps et beaucoup de personnes pour le valider. Voilà, donc, c'est ça. Voilà, je comprends tout à fait. Mais je pense quand même que c'est assez louable de votre part parce que cette notion de transparence, je pense que c'est difficile pour nous, patientes d'endométriose, parce que c'est vrai que comme on est souvent confronté à des questions qui ont difficilement des réponses, on ne sait pas trop comment l'endométriose se met en place, on ne sait pas trop quels sont les mécanismes, on ne sait pas trop non plus comment les choses évoluent, que pourquoi ça évolue d'une telle manière et d'une autre auprès de patientes différentes. Je pense que c'est
c'est aussi important d'avoir cette transparence et d'avoir cette possibilité des médecins de dire peut-être qu'il y a eu cette chose qui n'a pas fonctionné ou qui a créé ces effets secondaires-là. On voit comment on fait évoluer les choses et ça permet vraiment de se dire qu'il y a un suivi et une prise en charge qui peut évoluer en fonction des nouveautés et en fonction du temps. Et c'est vrai que peut-être le Dienogest, on peut avoir un peu de recul dessus maintenant et ça permet de mettre en place de nouvelles choses. Mais je pense que notre manière d'envisager les choses en tant que patiente peut aussi vous créer peut aussi complexifier votre travail de médecin dans la mesure où on a accès à certaines informations qui nous permettent aussi de nous poser d'autres questions et qui font qu'on arrive avec beaucoup de questions. Et je sais que des fois, ça peut être un petit peu compliqué d'avoir ces patientes qui ont besoin de beaucoup de réponses. Mais en même temps, c'est des choses qui sont dans notre quotidien, qui sont des mécanismes internes dont on a besoin d'avoir les explications et les clés. Donc, c'est vrai que, est-ce que c'est quelque chose que vous voyez dans beaucoup de maladies ou c'est quelque chose de vraiment spécifique à l'endométriose, cette multiplication des questions de la part des patientes qui essayent de comprendre? Alors, je veux bien répondre, au moins pour ce qui est de la médecine générale. Je crois qu'il ne faut pas que les patients et les patientes s'excusent d'avoir des questions à poser, d'avoir des réponses sur leur maladie. On n'a pas parlé, mais je pense que ça fait peut-être l'objet d'autres webinaires de l'éducation thérapeutique du patient. Hein. Donc, on peut pas, il y a besoin d'avoir une communication, une éducation, un accompagnement. Et donc ça, c'est normal, ça fait partie de notre travail. C'est pas simplement que le geste technique, la prescription. Donc ça, c'était une médecine, non pas du siècle dernier, mais du siècle peut-être d'encore avant. Hein. Donc il faut essayer de faire en sorte qu'on aille vers un accompagnement et vraiment une implication du patient dans la prise en charge de sa maladie, en particulier quand il s'agit d'une maladie chronique. Donc, il ne faut pas s'excuser d'avoir plein de questions à poser. Et je vous rassure, les gens qui sont porteurs d'insuffisance cardiaque ont exactement les mêmes problèmes, les mêmes problématiques. Les coronariens ont les mêmes problématiques. Les gens qui prennent des statines dans le cadre d'une prévention primaire ou secondaire pour faire baisser le cholestérol et pour éviter un accident cardiovasculaire sont soumis aux mêmes contraintes avec les mêmes effets indésirables des médicaments. Donc, les problématiques sont les mêmes, sont les problématiques de la relation médecin-patient et c'est pas un problème, quoi. C'est-à-dire que si on n'est pas capable d'accepter cette relation et les difficultés que ça peut représenter, il faut faire un autre métier, quoi. Voilà. Mais ça, c'est mon avis à moi. C'est personnel. Je veux pas représenter. Je parle pas au nom des médecins en général. Hein, je parle pour moi. Voilà. Il ne faut pas du tout s'excuser de cette situation-là. Voilà. Justement, je me permets de vous poser une question, docteur Brilac. Avez-vous aujourd'hui eu des patientes qui sont atteintes d'hypotension liée à l'endométriose, des problèmes de tension et d'hypotension suite à une pathologie de l'endométriose Alors, personnellement, non, mais je crois que l'endométriose est associée à tout un tas de choses, y compris des manifestations sympathiques. Alors, quand je parle de sympathiques, c'est les signes sympathiques qui peuvent être associés, par exemple, à la grossesse. Et ces signes sympathiques sont aussi présents parce qu'il y a des problèmes de douleurs chroniques, probablement, de modifications au niveau des manifestations ortho- et parasympathiques. Voilà, je connais pas la cause, mais effectivement, on a quand même une pathologie qui est vraiment protéiforme avec des symptômes qui sont tellement nombreux quand ils sont associés. On va rechercher, on parle du syndrome de l'intestin irritable, mais des troubles digestifs qui sont associés, des problèmes de palpitations, de tachycardie. C'est toujours difficile d'arriver à faire un lien et je pense que c'est la recherche qui nous permettra très probablement dans les années à venir de comprendre un peu mieux certains mécanismes qui sont encore un peu incompressants, mais qu'on ne peut pas identifier vraiment. Et je crois que les années à venir vont vraiment nous permettre, par la meilleure connaissance de la maladie, de ces mécanismes physiopathologiques et des implications qu'on va avoir probablement sur un impact qui est encore plus important que celui qu'on pouvait envisager. C'est mon avis, quoi. Voilà. Merci pour votre réponse. Si je peux compléter les questions précédentes, parce que du coup, on a ouvert sur beaucoup de pistes chez la personne qui posait les questions au niveau de l'hormonothérapie, et vous nous avez bien expliqué, ce que je ne savais pas du tout, qu'il y a une spécificité en France en termes de traitement, et comment vous expliquez cette spécificité ? Comment vous expliquez qu'il n'y ait pas ces traitements à l'étranger? Parce que du coup, à l'étranger, ils n'ont pas de scandale. Et du coup, est-ce qu'ils n'ont que des avantages? Est-ce qu'ils ont un avantage bénéfice-risque général? Est-ce que c'est des accords entre les groupes pharmaceutiques
et les instances, les autorités d'accréditation de ces médicaments qui sont parfois très proches des industries pharmaceutiques comme aux États-Unis. Oui, c'est un ensemble. Il y a effectivement du lobbying de l'industrie. Mais en fait, c'est des molécules qui sont très anciennes, hein, l'acétate de chlormadinone et le nomegestrol. Ce sont des familles qui n'ont pas été forcément très développées en France, mais à l'extérieur de la France. Mais à la limite, on a eu aussi un peu de chance que les gynécologues médicaux français aient depuis des années soutenu les norpregnanes. Pourquoi? Parce que en face, les traitements progestatifs qui sont disponibles aux États-Unis, ils sont tout simplement épouvantables. Ça s'appelle les 19 norstéroïdes. Ce sont des dérivés de la nortestostérone. Et la testostérone, c'est tout simplement une hormone mâle. Et donc, en fait, les femmes qui ont des problèmes d'endométriose, avant l'arrivée du Dinogest, qui par contre, lui, est international, on les traitait par des norstéroïdes qui avaient l'avantage d'induire une très forte atrophie de l'endomètre, de l'endométriose et de tout ce qui va avec, mais qui avaient des effets secondaires majeurs avec prise de poids, hyperandrogénie, c'est-à-dire qu'elles avaient la peau grasse, les cheveux gras et les poils qui poussaient. Bref, c'était tellement fort que les Américains ont aussi dit attention, ces traitements ils sont un peu forts, on ne peut pas le prendre au long cours. Et c'est ça la grande différence entre les traitements français que l'on a, c'est que c'est des traitements qu'on peut prescrire au long cours, alors que les autres, c'est des traitements séquentiels. Donc, globalement, vous voyez, encore une histoire de rapport coût-bénéfice. Les norstéroïdes, ils n'ont jamais montré que ça donnait des méningiomes, mais par contre, la tolérance, elle est vraiment très, très mauvaise. Et bien nous, on a l'inverse. On a des traitements qui sont peut-être à risque de donner des méningiomes dans un pourcentage très faible des cas. Par contre, c'est des traitements qui, quand ils sont bien tolérés, ne posent aucun problème et peuvent être pris au long cours. Mais on peut casser aussi la dose. Par exemple, moi, je casse les médicaments en 4 et du coup, ça me fait quand même diminuer les doses de 4. Et jamais on me l'a proposé, jamais mes médecins ne m'ont posé la question de ce dosage, en fait. Alors qu'en fait, diminuer par 4, ça me convient parfaitement. Donc, on a encore cette possibilité de réduire fortement pour les personnes qui sont sous l'utérin ou luténul, éventuellement. Hein. Je n'ai jamais vu ce... Bon, après, on pourra en discuter. Je ne sais pas combien on est concernés, c'est pour ça, hein, je ne me rends pas compte. Si on est des millions. Vous avez été très nombreuses à prendre pendant plus de 25 ans l'uténil et l'utéran. Et donc, après, les doses standards, bon, si on prend le lutéran, par exemple, effectivement, c'est 5 ou 10 000, c'est 10 mg. Mais il y a des possibilités de prendre des demi-doses qui sont délivrées par la pharmacie en comprimés tout à fait classiques. Pour les deux familles, aussi bien l'uténil que l'utéran. Après, si vous commencez à faire des quarts de dose, là, on n'a plus de contrôle de ce qu'on fait, surtout en termes antigonadotropes, surtout si vous l'utilisez comme une pilule contraceptive. Là, on n'a plus de contrôle de ce qu'on fait. Par contre, si finalement le quart de dose vous permet de bloquer les règles et d'avoir un confort sur les signes associés à l'endométriose, bon, pourquoi pas. Sauf que là, on n'a pas de contrôle non plus du risque de méningiome. On sait on a l'impression que c'est un peu dose dépendant et durée dépendante, mais durée dépendante à la limite plus que dose dépendante. Et donc, du coup, l'impact d'un quart de dose pour diminuer le risque de méningiome, je ne suis pas sûr qu'on le connaisse. Je n'ai pas compris l'expression durée dépendante. Elle est peut-être importante, elle est peut-être intéressante. Je ne sais pas si les personnes ici s'intéressent. Ça veut dire qu'on est encore plus, paradoxalement, en diminuant la dose, on est encore plus dépendant. C'est ça que vous voulez dire? Si vous prenez le médicament sur une durée, c'est la durée sur laquelle vous avez pris le médicament, je pense, plutôt. Mais comme on la prend en continu, en général, ces pilules-là, on les prend majoritairement en continu, du coup, ça ne change rien. Mais je pense que vous parlez, M. Briac et M. Brun, je parle pour les cas qui les prennent uniquement sur 21 jours, je pense. Non, non, c'est sur la durée totale, la durée cumulée. Sur la durée longue durée. La durée de prise, pas la durée séquentielle. Plusieurs années. Que ce soit en continu, c'est à partir d'un certain nombre d'années qu'on a une augmentation du risque de méningiome. Donc c'est pour ça que c'est les femmes qui sont au-delà d'un an qu'on va alerter sur l'information. On va leur donner une information qui conduit à la rédaction d'un papier qui est co-signé par la patiente et qui est présenté auprès du pharmacien pour que la délivrance puisse être effective.
Donc, au-delà de non, puisque le risque va augmenter après, en fonction de la durée du traitement et pas de la durée par mois de traitement. C'est une dose cumulée finalement. Plus que le dosage, parce qu'effectivement, les doses habituelles sont 5 ou 10 mg pour le luttéran quotidienne, et donc il n'y a pas d'études qui vont montrer une diminution du risque si on a des doses qui sont moins importantes. C'est sur les doses usuelles à partir des données de l'AMM, c'est-à-dire 5 ou 10 mg par jour. Merci. Et pour le dienogeste, c'est pareil, en fait, il y a des études parce que si on passe au dienogeste, par exemple, si toutes les personnes sous luténil et luttéran passent au dienogeste, vous dites que vous avez plus de recul, mais quel est ce recul? Après, peut-être il y aura un séminaire spécialisé là-dessus, du coup, parce que j'ai beaucoup de questions. On peut envisager, oui, voilà, moi je suis en charge des rendez-vous de l'endo. Alors oui, j'en ai fait un au mois de février autour de la question de l'ETP. Je vais noter et puis vous pouvez nous envoyer un mail si vous voulez et on en rediscutera comment organiser un débat sur la question parce que peut-être que c'est ce que je voulais dire. Peut-être que justement, voilà, ces notions de formation des professionnels de santé, c'est très intéressant, mais aussi peut-être que le transfert de l'information des professionnels de santé vers les patientes, nous, avec Endomind, on essaye de faire vraiment le lien, mais peut-être que c'est pas forcément très facile non plus à chaque fois de cibler les questions de tout le monde. Donc, je prends note d'essayer de clarifier les choses peut-être sur ces questions de médicaments. C'était prévu, j'avais prévu de faire un séminaire sur les traitements médicaux, donc on le fera sans problème. Si le professeur Brun ou monsieur Briac, vous souhaiterez intervenir sur le sujet, je le note aussi. C'est génial. Et sur les comorbidités en hormonothérapie, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui prennent des traitements pour la thyroïde, qui font l'objet de scandales pharmaceutiques, là, qui sont en train de gagner face aux affaires en cours, et qui sont aussi sous luténil et luttéran, donc ça leur fait des cocktails de scandales pharmaceutiques. Et puis, il y a aussi la question des injections Covid. La plupart des patientes ont été obligées de faire ces injections-là, mais il reste les personnes qui sont entre deux opérations et qui ne peuvent pas se permettre d'avoir des risques d'inflammation supplémentaire sans savoir si ça vient de l'opération ou d'une injection, il me semble. Et puis, les personnes qui sont, comme moi, quand on a déjà des inflammations et qu'on est déjà sous luténil, comment savoir si c'est le changement de traitement, si c'est dû au changement de traitement ou aux injections Covid, ça nous fait un peu flipper. Donc, je ne sais pas combien. Moi, j'ai eu beaucoup de patientes de plusieurs maladies inflammatoires qui flippent, qui font en sorte de ne pas se faire vacciner quand c'est possible. Est-ce qu'il y a un suivi qu'on peut mettre en place très spécifique pour ça? Et du coup, pour voir, parce qu'on en a quand même pour des années de pandémies diverses à venir. Donc, il me semble que c'est bien de mettre la focale aussi, de dire qu'il y a un suivi. Ah oui, il y a Julie qui témoigne, qui dit qu'elle a douillé. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu beaucoup de mal après le vaccin, mais ce n'est pas vraiment remonté dans les médias, puisque les médias, ils ont besoin justement qu'on se concerte avant en association. Nous, à chaque fois qu'on a reçu des demandes, on a fait remonter, donc de faire remonter à l'Agence de sécurité du médicament. C'est quelque chose qu'on a fait de manière systématique. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont fait ces remontées-là et qui ont eu certains retours, mais je crois que malheureusement, M. Briac et M. Brun, vous allez pouvoir peut-être plus nous donner des informations, mais je crois qu'on n'a pas beaucoup de recul sur le sujet et que dans la mesure où on comprend encore difficilement les mécanismes de l'endométriose, ça rend les choses encore plus complexes, je crois. Et puis même, il y a eu un article, là, c'est de France Télévisions, il y a peut-être 15 jours, pour dire que les effets indésirables, de manière générale, sur les vaccins ont été très peu remontés. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant pour pouvoir envoyer à ces médias qui, enfin, sont prêts à en parler, comme de la même manière que ça a mis un peu de temps à remonter pour l'AstraZeneca, justement, que ce soit remonté aussi officiellement par les associations de patientes, en lien avec les médecins pour lancer des véritables études. Voilà, je vous laisse répondre aux médecins si vous voulez. Si vous avez eu des retours, parce que c'est vrai qu'auprès de nos généralistes, c'est très compliqué.
tout notre parcours. Et en plus, pour aller à l'hôpital… Là, vous laissez-les répondre. Peut-être vous déviez pas mal du sujet, donc on va voir. Je ne connais pas. Parce qu'on ne peut même plus aller à l'hôpital si on n'est pas vacciné. Donc, et en plus, en zone rurale, on a encore moins accès aux gynécologues. Donc, il y a beaucoup de patientes qui sont encore plus dans l'errance à cause de ça, en fait. Voilà, j'ai fini. Moi, je n'ai pas Juste, à faire. Hein. Monsieur Brun, non. Alors, vous allez croire que je fais la promotion pour l'Agence nationale du médicament, pour les centres régionaux de pharmacovigilance, etc. Mais je crois qu'on a quand même en France la chance d'avoir un système qui permet d'identifier, et on l'a vu pour l'exemple du Luténil et du Luthéran, de pouvoir avoir une mise en alerte de situations qui pourraient être générées par la prise de médicaments, même des années après la mise en route du traitement. Donc, on a un système qui permet, qui s'appelle système des centres régionaux de pharmacovigilance, qui recueille tous les effets indésirables qui sont signalés par les professionnels de santé, quels qu'ils soient pharmaciens, qu'ils soient médecins, qu'ils soient… tout un chacun peut faire une déclaration de pharmacovigilance et faire remonter auprès de son centre régional de pharmacovigilance des éléments qui peuvent être liés ou associés à la prise d'un médicament ou à une injection de produits et de médicaments. Donc, effectivement, quand le professionnel est confronté à ça, en accord avec le patient, il peut faire remonter un dossier qui est disponible en ligne et le patient peut lui-même aussi faire une déclaration auprès du centre de pharmacovigilance. Donc, moi, je vous invite à faire ces déclarations parce que ce sont ces déclarations, on n'a pas besoin de faire des choses très compliquées. Vous êtes en tant que citoyen, vous avez la possibilité de vous connecter, vous tapez CRPV sur votre moteur de recherche préféré et vous allez tomber sur le centre régional sur lequel vous allez pouvoir faire une déclaration. On va vous demander votre identité, le médicament, qu'est-ce que vous avez eu comme symptômes, à partir de quand ils sont survenus, s'ils ont été régressifs, etc. Donc, je crois qu'on a un système qui se veut transparent, mais encore une fois, j'ai l'impression d'être l'avocat de la NSM, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Mais je crois que on a quand même une honnêteté intellectuelle qui laisse penser que, bien sûr, on a des carences de connaissances en endométriose, mais encore plus dans le Covid. Il y a 2 ans, on ne connaissait pas cette maladie. On a tout découvert au fur et à mesure. Donc, bien sûr, on peut avoir beaucoup de défiance sur les choses qu'on ne connaît pas. Mais je crois il y a des gens quand même qui ne sont pas tous malhonnêtes. Je ne crois pas qu'on peut mettre non plus tous les industriels du médicament dans ce panier-là non plus, parce que quand même, heureusement qu'ils existent et qu'ils nous permettent de pouvoir soigner les patients, autrement qu'avec des lavements et des saignées. Donc, je crois que c'est quand même un élément dont il faut tenir compte. Il faut rester vigilant, mais il ne faut pas non plus partir sur une espèce d'inquiétude qui est contagieuse, qui est épidémique et qui nous laisse penser sur des choses où on perd un petit peu la raison et on a peur de tout et on a peur de tout le monde. Donc, je crois qu'il faut essayer de faire confiance un petit peu dans les autorités sanitaires. Personne n'a d'intérêt à cacher quoi que ce soit. On a essayé de faire les choses de façon transparente. Oui, on peut avoir des choses… Il n'y a pas de transparence. Ce que disent les associations comme la Mavea qui s'occupent des méningiomes ou encore toutes les personnes qui s'occupent des effets indésirables, c'est que oui, on peut remonter les informations statistiques pour la pharmacovigilance. Vous avez tout à fait raison. Déjà, il faut être informé qu'on peut les remonter. La plupart ne le sont pas. Et quand on remonte ces informations comme vous nous le proposez, ça ne redescend pas. Il n'y a pas de chiffres officiels qui reviennent. C'est pour ça que je parlais qu'il y a enfin des articles qui sortent depuis 15 jours. Et c'est pour ça que ça a pris aussi autant de temps. Moi, je veux bien qu'on panique pas tout le monde. Mais enfin, voilà, il manque quelque chose, une information claire. Alors peut-être aussi que les associations, vous parliez d'antennes régionales, peut-être que quand il y a des associations dont on a la chance qu'elles ont des antennes, par exemple, pour chaque région, elles peuvent faire le lien avec chaque antenne d'autorité. Alors voilà, je vous ai mis le lien dans la conversation sur les agences de pharmacovigilance, vous pouvez le retrouver. Et voilà, nous, on a systématiquement mis le lien et donné le lien à toutes les personnes qui nous ont envoyé des messages. Je pense que là, ça dérive un petit peu de notre sujet de base. On est parti un petit peu de la thématique de la soirée, mais c'est intéressant de pouvoir débattre là-dessus. Je crois qu'il ne faut pas… c'est une question qui est légitime, mais je crois qu'on n'a pas de réponse claire de toute façon à proposer. C'est un constat. Bon, Mme Gentive fait ce constat et il faut respecter ce constat. Je ne le partage pas, mais je comprends qu'on puisse avoir ce sentiment-là.
En fait, il semble juste qu'il y a un problème de détection et de transparence au niveau des chiffres et qu'il faut juste enclencher un dispositif pour plus de transparence. Je ne dis pas que c'est volontaire, hein, je dis, voilà. Donc, ça sera à étudier par la suite. On tiendra au courant avec Endomain. Merci. Merci. Je vais vous laisser continuer votre soirée tranquillement. Je crois que Clémentine, vous devez nous quitter pour repartir travailler. Désolée. Et puis, professeur Boin, vous avez une longue journée et monsieur Briac aussi, j'imagine. Je voulais juste vous remercier beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Je pense que voilà, l'enjeu de formation, ça va être d'essayer de faire en sorte de sensibiliser le maximum et les médecins et les patientes pour que les patientes n'aient pas justement des craintes trop importantes sur certaines questions et qu'elles puissent avoir des réponses concrètes à leurs questions. Donc, on va essayer, nous, en tant qu'association, de travailler sur toutes ces questions-là pour éclaircir tous les points qui pourraient poser problème et faire avancer les choses pour tout le monde. Voilà. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et Merci de nous avoir reçus. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à vous, merci. Bonne soirée. Merci beaucoup pour cette soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.